Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée avec le beau titre L'humain d'abord. Et aujourd'hui, nous allons faire cette chronique à deux avec mon ami, professeur de grande qualité à Sciences Po, qui a été directeur de l'Institut d'études politiques, qui est aussi le vice-président des rencontres cinématographiques d'Alsace, Sylvain Schirman. Bonjour Sylvain. Bonjour Farouk. Et aujourd'hui, notre chronique va être consacrée à un hommage à un personnage que tous les deux nous avons connu. Moi j'ai eu la chance d'être son étudiant au début des années 70. Ça s'appelait l'École des hautes études en sciences sociales. Je n'ai toujours pas donné son nom pour qu'il y ait un peu de suspense. Marc Ferraud, qui malheureusement nous a quittés la semaine dernière. Et où il avait un séminaire qui s'appelait Cinéma et Histoire, et où notamment, pour ce qui me concerne, j'ai travaillé sur le cinéma soviétique. Alors Marc Ferraud nous a fait l'amitié de venir ici à l'Odyssée, présenter et discuter avec le public de son film consacré à Pétain, qui était un film très très intéressant. C'était une personnalité extraordinaire. Je pense qu'on pourra parler de plusieurs aspects de sa vie. Il a été dès l'âge de, je crois, 12 ans, 13 ans, pardon, passionné d'histoire. Il avait commencé à écrire une histoire, mais l'histoire classique, où c'est un enchaînement de récits et d'événements, quoi. Et puis ensuite, il a été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout jeune, à l'âge de 20 ans ou 21 ans. Et puis, au début de la guerre, il était même lycéen. Et puis, il a été séduit par la méthode de Fernand Braudel et de la revue Les Annales, qui a pour objectif de mettre en perspective l'histoire politique avec la courbe économique, la courbe culturelle, les temps longs et les temps courts, et qui était quelque chose de formidable. Et puis on pourra parler aussi de sa vision d'une analyse historique des images qui en disent beaucoup plus que ce qu'elles montrent en quelque sorte. C'était un grand monsieur et c'est grande tristesse de savoir qu'il n'est plus là. Sylvain, à toi. Merci beaucoup. Donc moi, Marc Ferraud, c'est indéniablement un maître, celui qui a ouvert pour une génération d'historiens des pistes et des portes. À titre personnel, ce qui me relie à Marc Ferraud, c'est d'abord une généalogie de recherche, puisque Marc Ferraud a commencé à la fin des années 50 ses travaux de thèse sous l'autorité de Pierre Renouvin, qui était le père des relations internationales en France et qui l'a guidé sur le chemin de la Révolution russe et de l'analyse de la Révolution russe, à laquelle il consacra sa thèse de troisième cycle, et puis ensuite ce qui n'existe plus aujourd'hui et ce qu'à l'époque on appelait la thèse d'État, le doctorat d'État. Or il se trouve que je suis moi-même lointain disciple de Pierre Renouvin, puisque mon propre Donc patron tu as beaucoup de thèse, de volumes dans ta bibliothèque, je peux en exactement, témoigner. puisque mon propre patron de thèse, Raymond Poitvin, était lui aussi thésard à la même période de Pierre Renouvin, et c'est donc comme ça que les fils sont à titre personnel noués avec Marc Ferraud, que j'ai eu plaisir de rencontrer l'une ou l'autre fois par la suite, surtout à partir des années 90, lorsque moi-même je commençais à être professionnellement plus proche de l'histoire. Je me souviens aussi de sa séance ici à l'Odyssée avec la présentation du film de Pétain, où il intervenait dans ce cycle qui existait à l'époque Cinéma et Histoire, auquel on participait avec Dominique Chancel. Encore. Donc ce sont des souvenirs assez précis et directs avec Marc Ferraud. Et puis ensuite, une dernière chose un peu personnelle, quand il a fait son histoire parallèle sur les questions européennes, donc il y a eu toute la série, mais il y a eu spécifiquement des séries sur la construction européenne, notamment une histoire parallèle sur la déclaration Schuman. Il n'a jamais oublié Strasbourg, puisqu'à l'époque il avait invité ma collègue Marie-Thérèse Bitsch, aussi une descendante entre guillemets de Pierre Renouvin, on voit un peu la généalogie, pour commenter avec lui cette déclaration Schuman. Et des propres dires de Marc Ferraud, ça a été une des émissions les mieux abouties d'histoire parallèle. Donc, que dire?
face à un maître, on ne peut que s'incliner. On ne peut que s'incliner parce que d'abord, Marc Féraud, c'est une vie qui épouse le siècle, puisqu'il est né en 1924, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale, et qu'on comprend dès sa naissance, ou dès le cocon familial, ce qui va l'animer par la suite, parce qu'il est fils du côté paternel d'un Italo-grec, fils du côté maternel d'une mère qui est ukrainienne juive, et on voit donc des thèmes qui vont imprégner l'œuvre, l'intérêt pour la Seconde Guerre mondiale, l'intérêt pour la résistance, l'intérêt pour les phénomènes migratoires. Lui-même incarne ce que doit être l'esprit républicain, c'est-à-dire celui qui donne la chance à tous les enfants qui se trouvent sur ce territoire, pour un temps soit peu, qu'ils en acceptent les valeurs. Donc c'est une réussite d'abord d'intégration républicaine, ça fait sens au XXe siècle, Marc Féraud. Ensuite, c'est quelqu'un qui perd très jeune son père, parce qu'il avait à peine 5 ans quand son père est décédé, et qui est confronté très vite à la montée du nazisme, à la Seconde Guerre mondiale, où en fait c'est son prof de philo de l'époque, encore un grand nom, Merleau-Ponty, qui l'incite à rejoindre assez rapidement la zone non occupée au sud, où encore une historienne. Non provisoirement occupée, puisqu'à partir de 1943, en 1942, elle sera effectivement occupée, ou encore une historienne, Annette Becker, Annette Trigel par la suite, par suite du mariage, l'intègre dans son réseau de résistance d'intellectuels sur la ville de Grenoble, un réseau qui est d'ailleurs après démantelé et qui lui permettra de rejoindre le Vercors. À la fin de cette guerre, il a la douleur de connaître le sort qui a été réservé à sa mère à Auschwitz, puisqu'elle a été déportée en 1943 et elle est décédée dans le camp de concentration à Auschwitz. Et donc c'est quasiment un jeune homme de 20 ans qui se retrouve sans parents et qui s'engage dans la vie active. Et c'est là qu'a eu lieu l'épisode que tu connais et que tu as cité il y a un instant, son goût pour l'histoire. Effectivement, à l'âge de 12-13 ans, il a commencé à écrire une histoire de France. J'allais dire une histoire à la Michelet, faite de récits, faite de romans, enfin d'éléments épiques, faite d'une forme de romantisme historique qui avait cours et qui a imprégné d'ailleurs les générations de la République naissante. Et donc son goût remonte à cela. Et en fait, à la fin de cette Seconde Guerre mondiale, dès 1950, il part enseigner en Algérie, où il est prof à Oran. Et en fait, où il se lie et crée avec d'autres le mouvement qui s'appelait Fraternités algériennes, c'est-à-dire un mouvement qui s'entend, voilà un autre de ses thèmes, l'histoire de la décolonisation, s'entend la décolonisation inéluctable. Ce qui l'intéresse, c'est de permettre aux liens de rester entre, j'allais dire, les populations, mais le mot est à mettre entre guillemets, européennes, et les populations algériennes, et il rentre dans un mouvement qui associe les deux types de populations qui s'appelle Fraternité algérienne. Et quand il se rend compte qu'en fait, fraternité algérienne n'a pas d'avenir, puisque la guerre va se radicaliser, il revient en France, et à la fin des années 50, c'est là où on s'était arrêté, commence sa thèse avec Renouvin. Donc il est là, sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'entre-deux-guerres, sur la résistance, sur la Shoah, sur la décolonisation, tous les thèmes qui vont traverser son œuvre. Alors j'ai lu dans la revue Hérodote que il faut peut-être on fait signe que si tu voilà, pour que tu ne sois pas dans le hors-champ, alors que tu dois occuper la position centrale dans le champ cinématographique de cette modeste caméra. Dans Hérodote, j'avais lu des confessions, pas des confessions, mais des témoignages qu'il avait de lui-même, enfin des souvenirs qu'il avait évoqués. Et en tant que prof d'histoire géo, donc il se souvient qu'il avait parlé, donc, du point de vue géographique, l'Algérie c'est la bande côtière, c'est les hauts plateaux, et puis c'est le désert. Et à partir de là, eh ben, il disait que eh bien, il y avait souvent les incursions venaient depuis le désert vers les hauts plateaux. Et il y avait un petit Algérien non européen d'origine, non pied noir, quoi,
qui faisait non de la main. Donc il le convoque à la fin du cours en disant mais comment, pourquoi tu tiens tête? Et il avait vu, ce jeune Algérien, il avait dit non, votre explication n'est pas exacte parce que les nomades qui viennent du désert, eh bien nous on est capable de nous transformer en nomades et on prend nos chameaux et puis on s'enfuit aussi quand il y a des incursions. Et il s'était rendu compte à partir de là qu'il y avait toujours plusieurs points de vue possibles dans l'interprétation et l'analyse historique. Et ça, je pense que ça l'a influencé pour se rapprocher de l'école des Annales. Il a eu, sur le plan intellectuel, une double influence. La première influence est celle de Pierre Renouvin, et pour ça, il faut avoir lu l'introduction à l'histoire des relations internationales de Pierre Renouvin, un bouquin qui est sorti au début des années 60, mais qui reprend les théories que Renouvin distillait à ses étudiants dès les années 50. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire diplomatique, ce qu'on appelait l'histoire diplomatique, n'est qu'une infime partie de l'histoire des relations internationales. Pour comprendre les relations internationales, disait Renouvin, il faut s'intéresser aux forces profondes, aux mentalités, aux sentiments, à l'économie, au social. Alors je pense que le jeune Ferraud a été marqué, qu'il a eu des résonances avec ce qu'il a vécu en Algérie. Et puis ensuite, quelques temps après Renouvin, c'est Braudel qui le repère. Et c'est Braudel qui lui met au milieu des années 60 le pied à l'étrier et qui lui fait découvrir l'école des Annales et la revue Les Annales, dont il deviendra un co-rédacteur assez rapidement avant d'en prendre lui-même la direction et la responsabilité. Et avec l'école des Annales, il découvre ces différentes strates, enfin ça le confirme dans ses réflexions sur les différentes strates historiques, c'est-à-dire il y a en gros ce qui bouge à la surface de l'océan, les vagues, mais ce n'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'est le substrat, ce qui est en profondeur. Ce sont les différentes couches qui font l'histoire. Ce sont les permanences. Ce sont à un moment donné, à partir des permanences, qui les rompt. Et c'est ça qu'il met par exemple brillamment en œuvre dans sa thèse sur la révolution russe, où il montre qu'en fait, la bureaucratie perdure du tsarisme à l'équipe bolchevique, et il y a donc quelque chose de beaucoup plus profond que le phénomène révolutionnaire, qui est un phénomène de surface, qui est le maintien dans la durée d'une forme de bureaucratie. Alors, ce que tu dis, si tu permets, je vais rebondir, parce que c'est effectivement, je vais apporter mon témoignage en tant que son étudiant. Ça s'appelait bien l'école des hautes études en sciences sociales, je crois, à l'époque. C'était rue de Seine, tout près de l'entrée du Sénat. Je pense que ça a déménagé, cette école depuis. C'est à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Voilà, oui, donc ça a déménagé. Et il faisait des cours très intéressants. Alors, il pensait qu'il fallait toujours aussi étudier les archives. Il avait étudié les archives de 1917, montrant les manifestants, les manifestations dans les rues de Pétrograd. Et il disait, si vous regardez attentivement, vous voyez qu'il y a d'une part les manifestants et d'autre part les badauds qui regardent les manifestants. Et que donc, le côté, ça revenait à relativiser un peu cette popularité croissante, qui était une donnée réelle, qu'il ne contestait pas, des bolcheviks, qui étaient les seuls finalement à être contre la poursuite de la guerre, c'est ce qui leur a permis de prendre le pouvoir. Mais en même temps, il montrait que, au fur et à mesure, on voyait que la distinction entre les badauds et les manifestants avait tendance à s'estomper, à s'atténuer un peu, parce qu'il y avait une popularité de plus en plus grande. Et je sais que il nous a emmenés à la Cinémathèque royale de Bruxelles pendant 4-5 jours, nous, ses étudiantes et ses étudiants. Et grâce à lui, on a pu voir, moi j'ai vu 25 films de l'époque soviétique, notamment des années 20 et quelques films des années 30. Et notamment pour étayer ce que tu as dit, je me souviens qu'on avait analysé, et ça m'avait beaucoup marqué d'ailleurs ce film, un film de Zigan, Ephraim Zigan, il s'appelle, un sombre et sans saveur cinéaste stalinien, zélé, qui avait fait un film qui s'appelle Les Marins de Kronstadt. Alors c'est
un épisode qui se déroule en 1919, et on voit que dans ce film, il y a un moment où il y a le commissaire politique qui représente l'orthodoxie officielle, et que d'autre part, il y a les combattants révolutionnaires qui, eux, sont très actifs, mais qui, au fond, en quelque sorte, sont l'énergie de la lutte. Et le piston qui canalise cette énergie, c'est le parti, et en l'occurrence le commissaire du peuple. Et il y a une scène dans ce film où, le soir, après les combats, ils sont dans une chambrée, les marins de Kronstadt, et ils jouent de la guitare, ils discutent, ils sont un peu brouillons, pas très disciplinés. Le commissaire du peuple entre dans la chambrée et il continue à jouer de la musique. Et le commissaire du peuple dit: alors, on ne se lève pas quand le commissaire du peuple arrive. Et c'est là qu'on voit que sous le masque superficiel du vernis autoproclamé révolutionnaire, en réalité, il y a un conformisme bureaucratique qui déjà existait à l'époque du tsarisme et qui se poursuit avec simplement des signes apparents, si on veut, une enveloppe qui est un peu différente, mais c'est le même conformisme, la même chape de plomb en quelque sorte réactionnaire qui est présente, et ça avait été l'occasion d'analyses très très intéressantes avec Marc Ferraud. Ce que tu dis là en dernier, en prenant cet exemple, est extrêmement intéressant parce qu'en fait, avec Marc Ferraud, c'est le cinéma comme source qui va rentrer dans l'étude historique et dans les sciences historiques, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a fallu quasiment 3/4 de siècle de cinéma pour que les historiens découvrent, j'allais dire, l'aspect heuristique de cet art, l'aspect apport de connaissances pour la science historique. Et ça, on le doit à Ferraud, alors que les historiens avaient l'habitude. On n'imagine pas un médiéviste ne pas travailler sur les tableaux, sur les enluminures, sur ce qui faisait art à l'époque. On n'imagine pas des historiens du 19e siècle faire le 19e siècle sans analyser le roman, qui est un apport cognitif énorme pour la connaissance de l'histoire du 19e siècle. On a dû attendre les années 1970 pour que les historiens prennent aussi le cinéma comme source d'études cinématographiques, et ça on le doit à Marc Ferraud. J'ai ramené pour la forme, parce que je tenais à le lire dans un lieu cinématographique comme RCA, ce qu'il écrivait dans les Annales justement en 1973, et qui est un peu le manifeste de départ, l'appel pour que les historiens utilisent le cinéma comme source historique. Avec mes excuses, ça va être un tout petit peu long, mais je crois que Marc Ferraud dans le texte, ça vaut largement ce que nous avons à dire à son sujet. Partir de l'image, des images, ne pas chercher seulement en elles illustration, confirmation ou démenti à un autre savoir, celui de la tradition écrite. Considérer les images telles quelles, quitte à faire appel à d'autres savoirs pour les mieux saisir. L'hypothèse que le film, l'image ou non de la réalité, est histoire avec un grand H. Le postulat que ce qui n'a pas lieu, c'est autant l'histoire avec un grand H que l'histoire avec un petit h. Tout est dit dans ce manifeste. C'est formidable, oui. Alors, si tu permets, pour rebondir sur cette citation qui est dans Le Monde, quand oui, il reproduit l'article des Annales de 1973. Oui. Et alors, donc, lui, il avait cette particularité de dire d'abord, c'est un matériau à analyser pour comprendre l'histoire, tout cet univers des archives filmiques, que ce soit les films documentaires ou les films de fiction. Et il disait que les films, premièrement, signifiaient plus que ce qu'ils disaient officiellement et ouvertement. Ils pouvaient aussi signifier par ce qu'ils ne disaient pas. C'est-à-dire que quand dans une période, il y a telle question qui est à l'ordre du jour, et si le film évite soigneusement d'en parler, eh bien c'est quelque chose de significatif qui montre qu'il y a peut-être un parti pris pour occulter tel ou tel aspect.
et que par ailleurs, le film signifie aussi, en échappant au projet qui était celui du réalisateur et de l'équipe de production du film, c'est-à-dire ce qu'il appelait en quelque sorte, entre guillemets, des lapsus qui étaient là. Et je me souviens d'un cours, d'une analyse qu'on avait faite ensemble, enfin sous sa direction, du Juif sus. C'est un fameux film de Weiterland de 1940. Et ce Weiterland, d'une façon absolument incroyable, il va être un tout petit peu, mais il va pas être inquiété, on va un peu lui dire mais qu'est-ce que c'est, et il va répondre en disant bah non, le Juif sus c'était une commande et moi j'ai appliqué ce qu'on m'avait donné comme scénario et la ligne de conduite qui avait été fixée par la stratégie de production de ce film. Et dans le film, on le sait, c'est le souverain l'action se passe au XVIIIe siècle, du Bade-Wurtemberg, qui, c'était le prince ou un duc, je ne sais plus, c'est toi qui... C'est le duc. C'est le duc de Bade-Wurtemberg, qui a un conseiller juif, qui s'appelle Sus, justement, et qui le conseille, mais qui ne le conseille pas pour renforcer le pouvoir dans l'idéologie de ce film du souverain, mais pour que ce soit l'occasion pour lui de faire des magouilles et de s'en mettre plein les poches, en quelque sorte, c'est pas désintéressé. Et il disait, bah, regardez, la preuve qu'il y a l'antisémitisme, c'était chaque fois qu'on parlait du juif sus ou qu'on montrait le juif sus, il y avait des fondus enchaînés. Et premier fondu enchaîné, donc c'est deux images qui se superposent et la première image est effacée progressivement par la seconde. Eh bien, il y avait un fondu enchaîné, on voyait le juif sus et les pièces de monnaie. Donc à partir de là, on suggérait que sa préoccupation, c'est le fric, le flouze, le cash, l'argent et la concupiscence de l'argent, la cupidité, voilà. Et deuxième fondu enchaîné, il y avait des ballerines, de jolies femmes, ballerines qui en tutu. Donc le juif, c'est aussi une espèce de vipère lubrique. Donc c'est un vicieux. Et il y en avait encore d'autres, et il disait, voilà, si les juges, après 1945, avaient été un tout petit peu formés à l'analyse filmique, eh bien ils auraient vu que cette intention antisémite n'était pas du tout inexistante, puisque un procédé comme le fondé enchaîné est un procédé volontaire, c'est-à-dire c'est pas accidentellement que ça vient, parce qu'on décide de faire se superposer des images avec d'autres images. Et ça, c'est un exemple assez formidable de ce travail de précision, de lucidité clinique, en quelque sorte, que Marc Ferro faisait sur le cinéma. Après, partant de là, c'est aussi un historien impliqué dans son temps. Si j'enlève l'énorme œuvre de Marc Ferro, l'analyse de la révolution russe, de la Russie, du début du bolchevisme, l'historien de la décolonisation, l'historien de l'immigration, l'historien de la Seconde Guerre mondiale, le biographe de Pétain, il a aussi ouvert des thèmes qui finalement méritent réflexion, toujours dans cette logique des Allemands. Un petit opuscule sur le ressentiment dans l'histoire, vous montre un peu comment les sentiments peuvent être des moteurs d'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est en fait celui qui essayait de rendre ses contemporains meilleurs à travers le partage, la conscientisation des phénomènes historiques. Et Histoire parallèle, c'était ça. C'était montrer que sur un objet, il y avait des points de vue différents, parce que les archives venaient des États-Unis, les archives filmées venaient des États-Unis, d'Angleterre, d'Italie, de France, de Grèce, de là où ils pouvaient les trouver. Et le fait d'aborder un événement de différents points de vue opposés, différents, contradictoires, eh bien, ça permettait en fait de faire passer cette idée que le phénomène n'est ni blanc ni noir, n'est pas aussi simple à décrypter que cela et qu'il y a de multiples enjeux. Voilà, qu'il est complexe. Et donc, ça permet de montrer que, en fait, il faut bien réfléchir, il faut bien décortiquer, il faut bien utiliser l'outil, qui était en l'occurrence l'image,
mais ça s'applique aussi bien aux textes, aux manifestes, à l'art, quand on les utilise comme source historique pour savoir ce qu'il y a derrière. Et à partir de là, Marc Ferraud a été aussi pour une génération entière un énorme vulgarisateur. C'est là où c'était l'acteur. Ah oui, c'est là où est l'acteur social majeur. C'est-à-dire celui qui vous fait prendre conscience de ce qu'il y a comme enjeu derrière les phénomènes. Et donc, qui à partir de là, préparant votre conscience, vous permet aussi de devenir pleinement acteur. Et si je retiens quelque chose de cela, c'est qu'à travers ce qui nous a ramené, nous historiens, sur la connaissance de l'histoire, il a non seulement été important, essentiel pour la science historique en termes de méthodologie sur les sources à travers l'image, en termes de thèmes qu'il a développés, mais il a été important pour les citoyens de ce pays, dans la mesure où c'était à la fois une conscience et un éveilleur de conscience. Tout à fait, et ce que tu dis est important parce que un événement ne se résume pas uniquement à la proclamation officielle par le vainqueur de cet événement, parce que c'est jamais indépendant de la nature du pouvoir en place, mais qu'un événement est constitué par une combinaison complexe de facteurs multiples et très différents les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle il s'est aussi beaucoup intéressé, je parlerai après de l'information, mais il s'est beaucoup intéressé à la façon dont on racontait l'histoire aux enfants. Exact. Il a écrit d'ailleurs un livre passionnant, qui s'appelle comme ça. Voilà, comment on raconte l'histoire aux enfants. Du monde entier. Du monde entier, oui. Et que l'histoire est racontée à partir d'un parti pris qui est tout sauf objectif. Voilà. Et que donc peut-être la responsabilité de l'historien, ce n'est pas d'afficher une neutralité, parce que c'est ça qui est suspect quand on affiche une neutralité, mais c'est de dire tout. Par exemple, quelqu'un qui est pour la révolution soviétique, s'il ne parle pas de la répression de l'insurrection des marins de Kronstadt, alors il ment. Il fait une histoire incomplète. Mais si il dit voilà, il y a eu ça, et qu'il donne son interprétation, bon, après, c'est aux auditeurs ou aux lecteurs de juger. Est-ce qu'il a raison, la personne qui fait cette analyse, ou est-ce qu'elle n'a pas raison? Mais il y a toujours, au départ et à l'arrivée, un engagement qui est celui de l'historien et aussi des auditeurs ou des lecteurs de cet historien. Cette façon de s'émettre, je pense qu'il a retenu, c'est quelque chose de très simple qu'on peut dire. De ses maîtres, il a retenu que l'histoire, c'est trois strates. C'est une première strate qui est le récit, c'est une deuxième strate qui est l'analyse, et c'est une troisième strate qui est l'interprétation. Et il n'y a de très bonne histoire que si elle réunit les trois strates. Et donc le récit doit être complet, l'analyse doit être multiforme, et l'interprétation, c'est là qu'on rentre dans le débat historiographique. Mais sans les deux premières étapes, il n'y a pas d'interprétation possible. Dans le vide, on est dans le vide. Voilà, c'est clair. Et alors l'autre chose que je voulais évoquer, parce que lui, il avait aussi beaucoup analysé l'information. Et il a commencé dès le début des années 70, à un moment où Godard aussi faisait des analyses audiovisuelles, lui. Il a sa fameuse expression, il n'y a pas d'image juste, il y a juste des images. Et également le regretté professeur Tardy, qui était professeur ici. Et par exemple, il analysait ce professeur Tardy, et tout à fait dans le même esprit. Je ne suis pas sûr qu'il était un partisan de Ferraud, mais dans le même esprit que Marc Ferraud, eh bien, il disait, quand vous voyez, par exemple, une image à la télé dans les informations, grève chez telle société qui fabrique du jus de pomme, eh bien, ou vous montrez un piquet de grève, ou alors vous montrez le logo de la marque de jus de pomme. C'est évidemment pas neutre. C'est évidemment pas neutre. C'est un parti pris avec lequel on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Et Godard, lui, de son côté, il disait, quand vous regardez à la télé, Conseil des ministres, Conseil des ministres, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui descendent des escaliers à Matignon ou à l'Élysée, et des gens qui montent des marches d'escalier. Mais le Conseil des ministres, c'est pas ça, c'est pas des gens qui montent et qui descendent des escaliers. Donc on voit bien que même l'information mérite d'être analysée, déconstruite pour montrer quelles sont les strates de signification qui l'animent, cette information. Et Ferraud en avait déduit, Marc Ferraud en avait déduit que
l'information trompe autant qu'elle donne des informations. Et que c'est un phénomène d'une grande complexité. Moi, pour terminer, juste un mot encore. La grande modernité, c'est qu'il a appris aux historiens qu'il faut utiliser les outils du temps. Et parce que nous sommes aussi devant une révolution qui est importante en matière de sources, c'est la révolution numérique. Oui. Comment utiliser les sources numériques? Il y a des tentatives qui sont faites à droite, à gauche, et il manque le ferro qui nous montre ce qu'on peut faire avec les sources numériques. Notamment les jeux vidéo. Quelle serait l'idéologie qui porte ces jeux vidéo, les jeux guerriers, etc. Il y aurait toute une analyse à faire. Ben écoute, comme d'habitude, c'est passionnant tout ce que tu dis, cher Sylvain. C'est un Et dialogue en te remerciant, entre nous deux. oui, en te remerciant pour ce dialogue, je te laisse le mot de la fin. Je viens de le donner. Je pense qu'en fait, nous devons nous adapter en permanence aux sources que nous livre l'époque. Là, je m'adresse aux historiens plus particulièrement, ce qui est ma première fonction quand même d'être dans la vie, c'est d'être un historien. On doit en permanence s'adapter aux sources de son époque, les décoder, les livrer, et ensuite livrer les résultats de ces analyses au corps social. On l'a fait avec la TSF, si je prends historiquement, on l'a fait avec le film, maintenant c'est avec le numérique, comme on l'a fait avec le roman, avec l'art auparavant, et ne pas simplement rester cantonné, même si ça reste encore un cœur important du métier, aux archives. Les autres sources sont des sources, et c'est ça que nous apprend Marc Ferro en permanence. Eh bien, merci beaucoup, cher Merci. Sylvain. À très bientôt. Merci. Au revoir.